Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document un peu particulier, je dois dire, le catalogue de la rentrée littéraire d'une fondation. Hmm. Mais pas n'importe laquelle, la fondation Félix Houphouët-Boigny. Et notre but, c'est de comprendre comment l'héritage d'un immense homme d'État africain a pu se transformer en maison d'édition. C'est ça? Une maison qui publie des choses très sérieuses, mais aussi, et c'est ça qui est fou, des livres sur le football ou la fracture numérique. Oui. Et c'est une histoire fascinante parce que ça pose la question de l'héritage. Pour comprendre cette maison d'édition, il faut d'abord comprendre Houphouët-Boigny. Ce n'était pas juste un président. C'était un penseur, avec une idée, presque une obsession, qui a guidé toute sa vie. Et la fondation, avec ses livres, c'est le véhicule qu'il a imaginé pour que cette idée lui survive. Alors commençons par là, par l'homme. On l'imagine tout de suite en costume de président, mais son parcours il n'est pas du tout linéaire. Il naît en 1905 et sa première carrière, c'est médecin. Oui, médecin. Et c'est un détail qu'il n'en est pas un. Ça éclaire toute la suite. On n'a pas affaire à un idéologue ou à un militaire. On a un scientifique, un pragmatique. Quand l'indépendance arrive, en 1960, il est plus que prêt. Il devient le premier président. Il fait un pari radicalement inverse. Le dialogue, pour lui, c'est l'arme de la négociation systématique, du compromis, de la coopération. C'est une philosophie de la construction patiente. Et c'est là qu'intervient cette citation qui, pour moi, est vraiment la clé de tout. Il dit « Notre développement est un tout qui ne peut se satisfaire des seuls chiffres et graphiques de production. » C'est incroyablement visionnaire pour l'époque. J'imagine une fondation qui finance des projets, qui donne des bourses, mais monter sa propre imprimerie, sa propre librairie, c'est une machine de guerre en fait. Alors, si on ouvre le capot, qu'est-ce que cette machine produit? Le catalogue est organisé en collections. La plus évidente, c'est Culture de la paix. C'est leur collection phare, oui. Et les titres sont très concrets, très ancrés dans les réalités du continent. On trouve des livres sur la réconciliation nationale, le dialogue interreligieux, mais aussi, et ça c'est fondamental, sur les mécanismes endogènes de prévention des conflits. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'importer des modèles de paix occidentaux. Ils étudient et valorisent les traditions africaines de médiation, les palabres, le rôle des chefs coutumiers. C'est une décolonisation du savoir sur la paix. Il y a aussi des collections plus classiques, Histoire africaine, et bien sûr une collection entière pour les œuvres de Félix Houphouët-Boigny. Mais celle qui m'a vraiment interpellé, c'est la collection hors série. Ah oui? La définition est d'une ouverture totale. Elle accueille des ouvrages de toute nature, présentant un intérêt scientifique et culturel. Et là, le catalogue devient éclectique. C'est un euphémisme. Oui, on peut le dire. On passe d'une étude sur les liens entre le peuple Akan et l'Égypte pharaonique à un essai sur la fracture numérique, d'une analyse sociologique sur l'urbanisme à Abidjan, à un livre sur le football. Je dois avouer, là, j'ai failli décrocher. Aidez-moi à comprendre. Le football, la paix, quel est le lien? Et c'est ça qui est brillant. C'est là qu'on voit que leur vision de la paix est incroyablement sophistiquée. Pour eux, penser la paix, ce n'est pas seulement organiser des colloques sur le désarmement. Ça, c'est la vision étroite. D'accord. Leur vision, c'est que la paix se construit en comprenant en profondeur ce qui fait vibrer une société. Si on veut la paix, il faut comprendre les tensions liées à l'urbanisation, d'où les livres sur le déguerpissement. Il faut comprendre les inégalités créées par la technologie, d'où le livre sur la fracture numérique. Publier là-dessus, ce n'est pas une distraction. C'est au cœur de leur mission. Et il pousse la logique très loin. Très loin. Jusqu'aux enfants, j'ai vu un livre pour la jeunesse, Samad dans le désert. Mais oui, parce que si les défenses de la paix doivent être élevées dans l'esprit des hommes, autant commencer le plus tôt possible, non? Éduquer les enfants à la diversité culturelle, à l'histoire, c'est un investissement à long terme. Et pour boucler la boucle, ils ont une revue académique annuelle, très pointue, qui s'appelle tout simplement Dialogue et paix. Il couvre tout le spectre en fait. Tout le spectre, de la recherche fondamentale à la vulgarisation pour enfants. C'est un véritable écosystème. Quand on prend du recul, le parcours est vertigineux. On part d'une seule idée, le dialogue dans l'esprit d'un homme politique au milieu du XXe siècle, et on arrive 60 ans plus tard à une maison d'édition qui publie des livres pour enfants et des analyses sur le sport. C'est l'incarnation vivante de sa phrase « Le développement, c'est bien plus que des chiffres ». C'est un modèle de préservation d'héritage qui est, à mon avis, exceptionnel. Au lieu d'un mausolée, d'un musée figé, l'héritage d'Houphouët-Boigny a été transformé en une entité vivante, active, qui continue de produire de la connaissance. Elle ne se contente pas de commémorer une pensée, elle la prolonge, elle la met au travail sur des sujets d'aujourd'hui. C'est un héritage qui pense encore. 3 mots pour décrire leur ambition.
laisser des traces, s'émerveiller et se souvenir.